Wassim Nasr nous a rejoint. Bonjour Wassim Nasr, vous êtes journaliste à France 24 et vous êtes un grand spécialiste des mouvements djihadistes. Vous êtes auteur de ce livre qui vient tout juste de sortir, État islamique, le fait accompli. C'est aux éditions Plomb et c'est un outil extrêmement intéressant parce qu'évidemment on parle chaque jour, chaque heure évidemment de cet État islamique, mais qu'est-il vraiment? Comment est-il né? Que représente-t-il vraiment? Quels sont les objectifs? Quelle est la stratégie au fond de ce groupe, de cet État? Eh bien c'est ce que vous nous montrez, vous nous démontrez dans cet ouvrage qui est vraiment didactique, pédagogique et extrêmement intéressant grâce à vos réseaux, vos contacts et le travail que vous menez depuis des années et des années autour du djihadisme. D'ailleurs, au moment évidemment où l'arrivée en France de Salah Abdeslam relance toutes les spéculations, toutes les interrogations sur cet État islamique, il y a une première chose qui m'a frappé dans votre livre, c'est le nom. Tout simplement. Voilà. Alors, tout le monde dit Daesh, État islamique. Vous, vous dites, faut arrêter de dire Daesh. C'est une déformation occidentale. C'est une déformation, c'est un élément de langage. Voilà. Voilà. Donc l'Occident est en guerre contre cette entité et il veut lui ôter toute prétention donc étatique et islamique. Ce qui est en gros dans la droite ligne d'une guerre de communication entre l'Occident donc et l'État islamique. Les premiers à avoir utilisé ce terme étaient déjà les médias iraniens par exemple et les médias saoudiens. Parce qu'eux-mêmes aussi considèrent que ce califat, donc autoproclamé pour eux, est illégitime. Et donc ça rentre dans la guerre de sémantique. Donc quand le président Hollande et à l'époque M. Fabius avaient voulu imposer ce terme, ils ont été raillés par beaucoup de confrères en disant mais non, c'est juste l'acronyme en arabe. Alors que non, c'est pas un acronyme, c'est un vrai élément de langage qui est déjà refusé donc par l'État islamique et qui est un mot qui est péjoratif en tout cas pour eux. Oui, c'est un acronyme, mais qui est en fait un peu, voilà, qui a été amplifié et dont l'Occident se sert comme une arme de communication aussi. Alors, je voudrais revenir aussi sur, et ça c'est au tout début du livre aussi d'ailleurs, sur l'origine de l'État islamique. Comment ça naît? Alors, il faut remonter plusieurs années en arrière. Hein. C'est pas quelque chose qui date de 2012 ou comme on le raconte bien sûr, parfois. Bien sûr. Les racines du mal, j'allais dire. On a découvert, si vous voulez, l'État islamique à la prise de Mossoul. Voilà. Donc l'été 2014. Alors que la première ville qu'il a pris en Irak, et ça c'est très peu dit dans les médias, c'était Falloujah. Et c'était en janvier 2014. Donc ça date. Et c'est vraiment aux portes de Bagdad. Donc les origines, ça a commencé avec la venue donc, de Zarqawi, ce Jordanien, le premier à avoir exécuté un otage américain sur une vidéo, en l'habillant en orange pour rappeler Guantanamo. Donc 2003, Zarqawi quitte l'Afghanistan via l'Iran. Et depuis l'Iran, il est accueilli dans la zone du Kurdistan irakien par les premiers djihadistes en Irak qui étaient kurdes. C'était des Kurdes de Halabja. Et de fil en aiguille, il a créé son groupe parce qu'il n'était pas affilié à Al-Qaïda. Il a rejoint Al-Qaïda. Et après sa mort en 2006, l'État islamique a été annoncé. C'était une fusion entre plusieurs groupes djihadistes et quelques chefs de clans sunnites. Et ils ont déclaré le premier État islamique qui était l'État islamique en Irak. Alors, ce qui est frappant dans votre livre, c'est qu'à de nombreuses reprises, vous utilisez l'expression djihad global. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire qu'aujourd'hui, le djihad, ou cette notion de djihad, touche quasiment tous les pays du globe et peut toquer à la porte de n'importe qui, ce que je dis d'ailleurs dans le livre. Tout le monde peut être concerné en tant que victime ou bien en tant que bourreau. Parce que aujourd'hui, cette idéologie, moi je qualifie ce phénomène d'idéologie, elle est des vrais ressorts donc sociaux et politiques et religieux. Et ce qui fait que c'est attractif pour des franges, pour certaines personnes, que ce soit dans le monde arabe ou dans le monde occidental. Marie Coleman. Oui, Wassim Nasr, vous dites volontairement, vous avez dit tout à l'heure qu'on employait Daesh pour débarrasser, pour leur enlever le côté État, le côté islam. Vous parlez donc, là vous êtes en train de parler d'une idéologie, donc on n'est plus dans le religieux, en tout cas. Si, on est dans le religieux. On est dans le religieux, on ne peut pas nier l'essence religieuse de ce qui se passe. On ne peut pas dire ce n'est pas l'islam. On ne peut pas dire ce ne sont pas des musulmans. Et vous dites que c'est une idéologie. Aussi. Donc dans l'histoire du monde, la religion était moteur de plusieurs idéologies. Mais ici en France, on a tendance à nier cela parce qu'on est dans un pays laïque. Mais ce que je dis aussi dans le livre, le président américain jure sur la Bible.
Quand l'armée russe a intervenu en Syrie, le patriarche Kirill, donc des orthodoxes, a béni les avions. Donc le religieux est partie prenante de cette idéologie. Mais on ne peut pas dire pour autant que tous les musulmans sont responsables. Moi, je donne beaucoup d'exemples dans le livre. Les croisés étaient bien chrétiens. Est-ce que pour autant toute la chrétienté était responsable? Les croisés ont assiégé Constantinople, ils ont pillé des villes chrétiennes. Donc est-ce que toute la chrétienté était responsable? Bien sûr que non. Les conquistadors, pareil. Ils ont décimé des peuples aborigènes, mais est-ce que c'était le message de paix ou de pardon de la chrétienté? Non, mais il ne faut pas se voiler la face et nier l'aspect religieux de ce qui se passe. Jérôme. Pour en revenir à cette notion d'État, l'État islamique a aussi décidé de fonctionner économiquement comme un État avec des ressources en levant l'impôt. On a souvent l'impression que c'est juste une mafia de brigands. En fait, pas du tout. Il y a un vrai processus économique dans leur réflexion également. Bien sûr, il y a un vrai processus économique, il y a une vraie administration. Est-ce que ça va durer ou pas? C'est pas la question. Mais en tout cas, ils ont réussi à monter leur système. Et ce qui les rend attractifs, beaucoup plus attractifs qu'Al-Qaïda. J'aimerais vous interroger sur une phrase qui est à la fin de votre livre. Vous écrivez « Quand les djihadistes frappent les pays occidentaux et tuent des civils, ce n'est pas uniquement contre un mode de vie qu'ils agissent, mais aussi en réponse à des politiques étrangères récentes qui s'articulent dans le monde arabo-musulman. » Qu'est-ce que vous voulez dire là? Je veux dire qu'on ne peut pas nier que les djihadistes qui ont frappé en Europe ont une haine contre le mode de vie occidental, et ce qui est aussi dans l'idéologie de l'État islamique, on sait que tous les pays occidentaux sont des pays mécréants, donc à combattre ou à soumettre. Ça, c'est un fait. Mais le fait d'intervenir en Irak et en Syrie et ailleurs fait que ils répondent, parce que c'est une guerre quand même. Ça veut dire, quand ils peuvent répondre, ils répondent. Je vous donne un exemple très concret. Les djihadistes français, qui ont rejoint l'État islamique, en tout cas, pas Nusra ou d'autres factions, tous étaient prêts à frapper ou à commettre des attentats terroristes dans leur propre pays. Mais ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été activé avant les interventions. Donc même si eux avaient cette volonté, ils n'avaient pas le feu vert, parce que ce n'est pas des Français et des Belges qui décident de frapper ici. Il faut un feu vert de l'hiérarchie de l'État islamique. J'aimerais avoir votre regard sur Salah Abdeslam, un personnage dont on parle beaucoup depuis longtemps, même avant même son arrestation évidemment. On attend beaucoup de lui, de son procès, de ce qu'il va dire, etc. Est-ce qu'on n'attend pas un peu trop? Je pense qu'on attend un peu trop. Pourquoi? Je pense parce que déjà, pour moi, c'est une petite main de l'opération. On a commencé par le décrire comme celui qui s'est dégonflé. Après, il est devenu le cerveau. Après, il est devenu... Donc voilà, il ne faut pas trop attendre parce que, pour une raison très simple que je dis aussi que je développe un tout petit peu dans le livre, c'est que les gens que l'État islamique envoie frapper ici en Europe, c'est pas les penseurs, c'est pas les idéologues, c'est pas les décideurs, c'est pas les stratèges, c'est les petites mains. Et l'État islamique n'a pas inventé l'eau chaude avec ça. Toutes les organisations terroristes ou rebelles ou révolutionnaires, ils envoient les petites mains au charbon. Ils vont pas envoyer ceux qui ont des choses à dire ou ceux qui décident. C'est pour ça peut-être que Salah Abdeslam n'avait pas d'infos concernant ce qui s'était passé à Bruxelles le 22 mars. Le livre s'appelle État islamique, le fait accompli. Il est publié chez Plomb. Ça sort aujourd'hui? Aujourd'hui même. Merci beaucoup Wassim Nasr. Et c'est un bouquin vraiment très utile, très important pour comprendre justement, encore une fois, les ressorts de cette organisation et de cet État islamique.